France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Histoire de frontière entre la Russie et l'Ukraine. En 1710, les Cosaques de l'Ukraine adoptent un texte intitulé « Pacte et constitution des lois et libertés de l'armée Zaporog ». Le deuxième article concerne les frontières. Chaque État est établi et fondé sur l'inviolabilité de ses frontières. La petite Russie, notre patrie, ne doit pas être violée dans ses frontières, confirmées par des traités et des pactes avec la République de Pologne, ainsi qu'avec la sublime porte ottomane et l'Empire moscovite. Les acteurs sont ici présentés. Rappelez que les frontières ne doivent pas être violées. Rappelle combien elles sont menacées. Front d'hier, l'Empire russe à l'assaut des plaines ukrainiennes. Messieurs, voici le début de l'affaire. Pour comprendre ce processus, il est indispensable de faire un retour en arrière. Les Cosaques vont venir. Nous ne pouvons attendre. Et Catherine finit par lui soumettre un acte d'abdication qu'il signe en pleurant. Pierre le Grand est mort, mais son œuvre lui survit. Il nous a quittés, mais il a fait la Russie puissante et glorieuse, et elle le restera. Du côté ukrainien, on voulait conclure une union d'égal à égal, avec la sauvegarde pour l'Ukraine de son autonomie. Du côté russe, le traité était considéré comme le premier pas vers la soumission complète de l'Ukraine à la Moscovie. L'Ukraine, la Moscovie. Marie-Karine Schaub, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en histoire moderne à l'université Paris-Est Créteil. Yaroslav Lebedinsky, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste de ces mondes des steppes du Caucase, enseignant à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales. Yaroslav Lebedinsky, d'ailleurs, on parle de steppe, ça signifie un paysage, et tel qu'on l'imagine, sans fin. La notion de frontière dans ce paysage-là a tout son intérêt. Bien sûr. Alors les steppes sont une image en fait. Si on considère le territoire ukrainien actuel, il se compose de 3 bandes horizontales, des forêts au nord, des steppes au sud, le long de la mer Noire, et ce que l'on appelle de la steppe boisée entre les deux. Et le fait est que l'Ukraine n'a pas de frontières naturelles. On peut chercher à la situer entre différents grands objets géographiques, la mer Noire, le système fluvial de la Vistule, le Don et le Donets, etc. Elle n'a pas de frontières naturelles et c'est un élément qui a beaucoup joué dans son histoire. Oui, parce qu'on le sait bien, les frontières sont des inventions humaines et une montagne ou un fleuve n'est pas destiné à devenir une frontière. Au contraire, d'ailleurs, c'est souvent des zones d'échange, mais bien souvent ces frontières s'appuient sur ces éléments naturels. Et ici, Marie-Karine Schaub, il n'y en a pas. Frontière, ça signifie séparer 2 ensembles, 2 États. Pour qu'il y ait séparation, il ne faut pas qu'il y ait la même chose des 2 côtés. C'est aussi important de le dire pour bien montrer la spécificité entre l'Ukraine et la Russie, cette notion de frontière et pourquoi pas de marge aussi. Oui, d'autant plus que le terme de kraï, d'où vient le terme d'Ukraine, signifie effectivement pays, frontière, marge, et c'est un mot qui apparaît extrêmement tôt dans l'histoire des relations dans ces espaces, dès le XIIe siècle. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, effectivement, les frontières sont d'abord des constructions historiques et humaines, et ces espaces-là sont des espaces où les frontières, pour l'époque qui nous intéresse, sont extraordinairement mouvantes. Et ça bouge énormément avec des entités territoriales qui nous échappent aujourd'hui. Quand on regarde la carte, on a peine à imaginer ces ensembles qui se sont associés. Qu'en est-il de l'Ukraine ? Je le disais, la frontière doit séparer 2 ensembles différents. À partir de quel moment, Yaroslav Lebedinsky, on peut dire que ce qui se passe en Russie n'est pas la même chose que ce qui se passe en Ukraine et que la frontière ici prend tout son sens ? C'est presque le contraire. C'est à partir de quel moment peut-on dire que ce qui se passe en Ukraine concerne la Russie ? Puisque le début de l'intervention russe, moscovite à l'époque, dans les affaires ukrainiennes remonte à 1654. Donc c'est quelque chose de relativement récent. Auparavant, les territoires ukrainiens appartiennent en quasi-totalité à l'ensemble polono-lituanien. Avec ici une antériorité qu'il faut peut-être rappeler dans ces différents espaces. Nous parlons de Kiev, nous parlons de Moscou. Qui est la première ? Alors ça, c'est toute la question et toute la manière dont l'histoire s'est construite après. Mais pour le dire extrêmement rapidement, autour de la ville de Kiev à la russe ou Kiev à l'ukrainienne, se constituent
quelque chose comme une entité politique qu'on a du mal à appeler un État, à la fin du Xe siècle, autour d'un prince qui s'appelle le prince de Kiev ou de Kiev, Vladimir si on le dit en russe, Volodymyr si on le dit en ukrainien. Et puis on saute les siècles, et à la fin du XVe siècle se construit autour de la ville de Moscou et de ce qui est une d'une grande principauté à ce moment-là, un État qui est en train de devenir la Russie et qui s'agrandit. Et qui se veut le successeur ou l'héritière de cette première constitution politique à Kiev. Voilà, donc on pourrait dire que Moscou se dit héritière de ce qui se passe à Kiev. Donc l'antériorité, elle est du côté de l'Ukraine. Mais dans l'idée aussi d'avoir un espace avec une culture commune, est-ce qu'ici on peut voir des distinctions qui s'opèrent ? J'imagine que c'est un processus qui est très long, mais on a une différenciation entre ces deux espaces, un espace moscovite et puis un espace ukrainien. Alors la différenciation est très ancienne parce qu'en fait cette espèce d'empire constitué autour de Kiev au IXe siècle et qui éclate en fait dès le début du XIIe siècle est variée. C'est une mosaïque d'anciennes tribus slaves orientales qui conservent une certaine identité et qui se réincarnent en principauté indépendante à partir du XIIe siècle. Donc c'est un processus complexe. Pour ce qui est de la différenciation ethnique au sens moderne du terme entre Ukrainiens et Russes, on en trouve des premières manifestations anciennes, notamment dans les faits linguistiques, mais il n'y a pas de date de naissance, bien entendu, des ethnies ukrainiennes et russes. Le fait important, c'est que l'ethnie russe s'est constituée dans le cadre de l'État moscovite, avec un monde politique, social très particulier, et que la future nation ukrainienne, comme d'ailleurs le peuple biélorussien, se sont constitués dans le cadre polono-lituanien qui était très différent. Oui, c'est cette différence-là qui va expliquer aussi comment nous en arrivons peu à peu, avec ce temps très long, à ces entités différentes, la Russie et l'Ukraine. Et si je peux ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit, ce sont également les structures politiques de ces deux entités qui, à un moment donné, divergent de manière absolument considérable. La Moscovie se constituant en une autocratie dure, avec un grand prince puis un tsar autocrate à sa tête, le monde polono-lituanien suivant un système politique différent et une monarchie au modèle différent. Oui, Yaroslav Lebedinsky, ça c'est quelque chose à quoi vous tenez, rappeler aussi ces différences politiques très anciennes. Mais j'y tiens de plus en plus parce que les différences traditionnelles entre Ukrainiens et Russes, on les connaît, la langue, la culture populaire, etc. Une autre différence qu'on a longtemps sous-estimée, c'est la tradition politique et aussi sociale, etc., qui, dans le cas ukrainien, s'est formée donc dans ce moule polono-lituanien qui était proto-parlementaire, en fait. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une espèce d'état de droit, contrairement à la Moscovie, et surtout, dans le cadre du phénomène cosaque qui a joué une importance absolument déterminante entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Boulba était furieusement obstiné. C'était un de ces caractères qui ne pouvaient se développer qu'au XVIe siècle, dans un coin sauvage de l'Europe, quand toute la Russie méridionale, abandonnée de ses princes, fut ravagée par les incursions irrésistibles des Mongols. Et quand le génie pacifique des Slaves s'enflamma d'une ardeur guerrière et donna naissance à cet élan désordonné de la nature russe qui fut la société cosaque. Alors, tous les abords des rivières, tous les gués, tous les défilés dans les marais se couvrirent de Cosaques que personne n'eût pu compter. Et leurs hardis envoyés purent répondre au sultan qui désirait connaître leur nombre. Qui le sait ? Chez nous, dans la steppe, à chaque bout de champ, un Cosaque. Taras Bulba, par Nicolas Gogol. Nous sommes au 19e siècle, bien sûr. C'est une lecture de Léopoldine H. dans le cours de l'histoire, avec cette figure, celle du Cosaque. Yaroslav Lebedinsky, Histoire des Cosaques, j'ai sous les yeux, c'est votre ouvrage. Là, il faut s'arrêter, je pense, un petit moment sur cette figure des Cosaques. Qu'est-ce qu'un Cosaque, déjà ? C'est un nom qui désigne un mode de vie, un homme libre, c'est le sens étymologique du terme en turc, c'est celui qui s'est séparé de son groupe d'origine et qui mène donc une existence indépendante en limite des steppes, une existence de brigands, de mercenaires, parfois de commerçants, mais qui, dans le cas de l'Ukraine, parce qu'il y a aussi des Cosaques du Don, de l'Oural, etc., dans le cas de l'Ukraine, s'organise assez vite en communauté permanente et développe un modèle qui est un modèle militaire, bien sûr, c'est toujours à cela que l'on pense, mais aussi un modèle
politique qui va jusqu'à la création de quasi-États au XVIIe siècle. Et on a ici un groupe intéressant parce qu'on a du mal à le définir. Quand on dit cosaque, on n'a pas dit grand-chose. On imagine surtout beaucoup de choses. Marie-Karine Chaube, on vient de le dire, il y a des cosaques aussi du côté russe. Mais ce ne sont pas les mêmes. Dans cette réflexion qu'on a aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur l'idée de frontière entre la Russie et l'Ukraine, la recherche des spécificités ou des différences, ça renforce l'idée de frontière. Ce ne sont pas les mêmes cosaques. Ce ne sont pas les mêmes cosaques, mais c'est tout de même le même type de mode de vie, c'est-à-dire des communautés dont le mot d'ordre, c'est la liberté, dans lesquelles on trouve des personnes qui veulent fuir, alors en particulier l'autocratie moscovite en train de se durcir, par exemple des paysans voulant fuir le servage, ou dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, des personnes qui appartiennent à une église qui s'appelle l'église des vieux croyants et qui sont de plus en plus persécutées par le pouvoir et qui fuient vers ces communautés, ces sitchs cosaques. Et par ailleurs, ce sont des communautés également qui, tout au cours de l'époque moderne, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, et en particulier la dernière grande révolte cosaque du Don, celle de Pougatchov, qui veulent absolument préserver leur mode de vie traditionnel face à un empire russe en train de se construire et de se consolider. Mode de vie traditionnel, le territoire de chasse, territoire de pêche et économie traditionnelle. Avec ce monde russe, moscovite, qui se constitue peu à peu, et puis un monde ukrainien. Alors là aussi, la question de l'indépendance se pose à travers les siècles, parce que vous l'avez évoqué déjà, il y a ici d'autres entités, des alliances entre la Pologne et la Lituanie, donc cette république des donations. Quel est le lien ici avec l'Ukraine ? Je vous pose la question autrement. Il y a des moments où l'Ukraine est indépendante, où il y a des États proto-États, mais dans son histoire, l'Ukraine est sous certaines dépendances. Quelles sont-elles ? Pour être très schématique, la plupart des terres ukrainiennes sont à un moment donné réunies par la grande principauté de Lituanie. Et les choses se passent plutôt bien parce que ce sont les Lituaniens qui s'adaptent à la culture locale. Ensuite, en 1569, à l'Union de Lublin, la grande union polono-lituanienne, ces territoires ukrainiens sont transférés à la Pologne. Et les choses se passent moins bien pour des raisons sociales, pour des raisons religieuses. Et les Cosaques, assez rapidement, les Cosaques dont les communautés se renforcent beaucoup, se font les porte-paroles de revendications qu'on peut appeler proto-nationales. Elles sont religieuses, elles sont sociales, elles sont également nationales. Et ça culmine avec la grande révolte de 1648, la révolte dirigée par l'Hetman Khmelnytsky, qui crée en effet ce que les historiens appellent l'Hetmanat, même si ça ne s'appelle pas comme ça à l'époque. L'Hetmanat qui peut être considéré comme la première structure étatique ukrainienne moderne. Avec ici cette domination, juste on peut faire un petit panorama de ces autres entités dans la région, alors parce qu'elles ont différentes formes. Donc nous avons un monde entre la Lituanie et la Pologne, un monde russe moscovite, au sud un empire aussi qui est important parce que c'est un jeu de puissance, l'Empire ottoman. Quel rôle joue-t-il dans cette histoire-là, l'Empire ottoman ? Un rôle important à la fois direct et indirect parce que les territoires du sud de l'Ukraine actuelle sont en fait des possessions du Khanat tatar de Crimée, de l'État tatar de Crimée, le principal héritier de la Horde d'or mongole. Depuis 1475, ce Khanat tatar de Crimée est vassal de l'Empire ottoman, mais reste très autonome et il est l'une des grandes puissances d'Europe orientale, complètement oubliée dans l'histoire actuelle, mais très important. Pour compléter ce que vient de dire mon collègue, la question du servage est également très importante dans la révolte de 1648, celle menée par le Hetman Bogdan Khmelnytsky. Les Cosaques s'emparant également de revendications sociales de paysans donc ukrainiens sous domination polono-lituanienne. Et par ailleurs, dans ce paysage que vous décrivez, il y a également un État tampon qui est entre la Crimée et le Tsar moscovite, l'Empire moscovite, que l'on appelle l'Ukraine Slaboda, et qui est une région relativement autonome jusqu'au XVIIIe siècle, mais qui est petit à petit intégrée à l'Empire russe. Oui, une mosaïque. Voilà, l'idée à faire passer effectivement à vos auditeurs, c'est l'idée de cette mosaïque avec des statuts différents.
Et deux très rapides précisions pour comprendre les rapports entre les Cosaques et la Pologne, les Cosaques d'Ukraine et la Pologne. Les Cosaques ont sans cesse lutté pour trouver une place dans le système polono-lituanien, une place égale à celle de la nation polonaise et de la nation lituanienne, transformer la République des deux nations, comme elle s'appelait officiellement, en République des trois nations. Et le deuxième point, c'est qu'en effet, la question du servage est très importante, et qu'en 1648, au moment de la grande révolte cosaque, ce qui fait la différence sur le plan militaire, c'est le ralliement de dizaines de milliers de paysans ukrainiens aux Cosaques, paysans qui veulent rejeter le servage et devenir eux-mêmes Cosaques. Oui, vraiment, il y a de ça, hein. Il y a des questions sociales qui se mélangent ici à des questions politiques. Et des questions alors religieuses. Il ne faut pas oublier également que cette grande révolte de 1648-1649 s'est accompagnée de massacres absolument épouvantables de communautés juives dans ces régions-là, qu'on a appelées pogrom ou pas, mais enfin c'est la première fois que dans cette partie de l'Europe, un tel déferlement de violence se déroule. On entend bien que ce soulèvement est important, celui de 1648. Qui se soulève et avec quel objectif? En fait, si on voulait le résumer, qu'est-ce qu'on dirait? Ce sont des Ukrainiens qui se soulèvent contre quelle domination? Et peut-être pour quelle autre domination? Bogdan Chmelnytsky est un officier cosaque de l'armée polonaise, un petit nobliau parfaitement intégré dans le système, qui se soulève à la suite d'une injustice personnelle qu'il n'a pas pu faire réparer par les tribunaux polonais. C'est très typique de l'époque. Il est allé jusqu'à la cour royale. Et le roi, prétendument, lui aurait dit « Tu as un sabre, tu es un cosaque, venge-toi ». Enfin bon, c'est une légende, mais ça reflète assez bien la mentalité. Donc il organise une révolte cosaque, sur le modèle de celle qui avait lieu depuis la fin du XVIe siècle assez régulièrement. Il obtient l'alliance des Tatars de Crimée, décisive, parce que les Tatars lui fournissent une cavalerie qu'il n'a pas, et les paysans se soulèvent spontanément, ce que les Cosaques n'avaient pas souhaité. Et ce sont d'ailleurs les paysans ukrainiens qui sont les responsables de ces massacres de Juifs, non pour des raisons religieuses, mais pour des raisons sociales. Le Juif conçu comme l'intermédiaire entre le propriétaire polonais et le paysan ukrainien. L'idée, c'est quoi? C'est d'obtenir une indépendance? Quand vous avez parlé de jeu de balance entre les différents empires, c'est une politique qui est menée pendant toute cette période, effectivement, par les Cosaques pour essayer d'obtenir des alliances qui leur conviennent. Et là, le jeu ce qui se joue là au milieu du XVIIe siècle, c'est de savoir quelle est la meilleure alliance. Est-ce qu'il s'agit de renouer avec la Pologne-Lituanie après cette révolte-là, ou alors est-ce qu'il s'agit d'aller demander la protection d'une autre puissance, et en l'occurrence le tsar moscovite, et c'est ça qui se passe, puisqu'on a parlé tout à l'heure du traité de Péry-Yaslav, et c'est à ce moment-là que les Cosaques se mettent, au fond, sous l'autorité moscovite. Et ça, c'est un moment décisif. Donc c'est l'intervention moscovite, et c'est aussi une page d'histoire qui est interprétée de manière complètement différente par les uns et par les autres. Puisque pour les Russes, c'est la réunification de l'Ukraine à la Russie. Pour les Ukrainiens, c'est une bourde. En fait, 1654, union à la Moscovie. 1656, l'Hetman Khmelnytsky cherche déjà à changer de camp et demande la protection de la Suède. 1658, son successeur se rallie de nouveau à la Pologne. Dans les années 1660, les Cosaques d'Ukraine essayent une alliance ottomane. Donc on voit, comme le dit très bien ma collègue, on voit ce jeu de balance où les Cosaques cherche l'indépendance d'une Ukraine dont il serait l'aristocratie dirigeante, sous un protecteur de préférence lointain et pas trop investi dans les affaires intérieures de l'Ukraine. Oui, nous sommes loin des États-nations, hein. Ce serait complètement anachronique cette idée-là. Et rappeler que cette idée d'alliance, de protection ne signifie pas perdre son identité. Il y a ça aussi qui est important. Donc ces Cosaques se disent, voilà, on peut ici être maître de notre territoire à l'intérieur d'une alliance. Reste à trouver l'allié. Donc après la Pologne, la Lituanie, donc le regard se tourne du côté de Moscou. Alors, allez-y. Oui, effectivement. Corrigez-moi, s'il vous plaît. Non, pas du tout. Effectivement, il y a un traité signé en 1654 sur lequel les Cosaques voudraient revenir, mais ce qui est très important, c'est de comprendre que côté moscovite, tout de suite, ce traité est interprété comme une soumission de l'Ukraine cosaque à la Moscovie. Et c'est pour ça que cette date de 1654, dans l'historiographie et dans l'histoire récente, celle du XXe siècle et l'histoire actuelle, est tellement remise en valeur, puisque
pour les Russes, le rattachement, la réunification de l'Ukraine à la Russie date de 1654. Ah ouais, un malentendu complet. Hein. Les Ukrainiens, pour le dire simplement, se disent voilà, on choisit notre protecteur, et pour les Russes, c'est ça y est, on a un territoire qui est désormais à nous, si ce n'est complètement, peut-être bientôt. Note d'ambiance, en 1654, les Cosaques d'Ukraine prêtent serment au tsar de Moscovie, leur nouveau protecteur. Le représentant du tsar refuse de jurer le respect des privilèges cosaques au motif que le tsar est autocrate et que le tsar ne répond que devant Dieu et pas devant ses sujets. Et sortant de l'ambiance polono-lituanienne de proto-parlementarisme, ce système où l'aristocratie avait des droits, etc., les Cosaques d'Ukraine ont découvert quelque chose de complètement nouveau, et ça explique ensuite leur revirement successif et cette série de guerres qui a duré des décennies. Alors regardez vers où désormais, parce que quand on n'est pas content de son protecteur, on va en chercher un autre. Alors il y en a plusieurs, on l'a dit, il y a le sud, l'Empire ottoman, pourquoi pas, ou alors regardez plus au nord, vers la Suède. Ainsi, quand Mazeppa, qui rugit et qui pleure, a vu ses bras, ses pieds, ses flancs qu'un sabre effleure, tous ses membres liés sur un fougueux cheval, nourri d'herbes marines, qui fume et fait jaillir le feu de ses narines et le feu de ses pieds. Un cri part, et soudain voilà que par la plaine, et l'homme et le cheval emportés hors d'haleine sur les sables mouvants, seuls, emplissant de bruit un tourbillon de poudre, pareil aux nuages noirs où serpente la foudre, volent avec les vents. Enfin, après 3 jours d'une course insensée, après avoir franchi fleuves à l'eau glacée, steppes, forêts, déserts, le cheval tombe au cri de 1000 oiseaux de proie, et son ongle de fer sur la pierre qu'il broie éteint ses 4 éclairs. Eh bien, ce condamné qui hurle et qui se traîne, ce cadavre vivant, les tribus de l'Ukraine le feront prince un jour. Victor Hugo, lu par Léopoldine H.H., sont des orientales de Victor Hugo. Nous sommes à toute fin des années 1820, c'est-à-dire en plein mouvement romantique, avec l'évocation de Mazeppa qui nous conduit quelques siècles plus tôt. Qui est Mazeppa ? Ivan Mazeppa, c'est vrai que c'était un personnage important dans cette histoire-là. C'est l'hetman des Cosaques d'Ukraine, c'est leur chef suprême, mais à l'époque, l'Ukraine cosaque n'est plus que la moitié d'elle-même, car en 1666 puis 1686, Moscovie et Pologne, désespérant de trouver un équilibre dans cette épineuse question cosaque, se sont partagé l'Ukraine en suivant à peu près la ligne du Dniepr. Et donc à l'est, Mazeppa reste à la tête d'un hetmanat autonome au sein de la Moscovie, mais diminué territorialement, et avec des visées de réunification très claires. Et ici, il se passe quelque chose qui plaît aux romantiques, parce que la mort de Mazeppa, ou en tout cas la manière dont il est jeté sur les steppes, sur un cheval, ça évoque beaucoup de choses. C'est intéressant aussi de voir combien ces noms-là sont connus, au sens où cette histoire est réellement une histoire européenne qui n'est pas une histoire ignorée. Si Victor Hugo s'en saisit, et comme d'autres en son temps, c'est qu'on connaît ce qui se passe dans la région. Oui, parce que cet épisode de Mazeppa, qu'on peut situer en 1709, et je vais vous expliquer pourquoi, 1708-1709, cet épisode de Mazeppa s'inscrit dans un conflit qui est un conflit international, et qu'on connaît très bien à l'ouest de l'Europe, et ensuite au XIXe siècle, qui est la Grande Guerre du Nord, et qui oppose en particulier l'Empire russe et le royaume de Suède. Et Mazeppa, dans le contexte de cette guerre, alors que l'hetmanat de Mazeppa était un soutien du tsar Pierre le Grand, se tourne vers la Suède, trahit la Russie et se met du côté de la Suède contre l'Empire russe. Et en 1709, malheureusement pour Mazeppa, le roi de Suède Charles XII est défait à Poltava, victoire russe extrêmement importante et célébrée, et Mazeppa est obligé de fuir, et il fuit dans l'Empire ottoman, et il meurt un an après.
Avec ici, nous sommes au XVIIIe siècle, toujours cette notion de frontière. Est-ce que ça a un sens au XVIIIe siècle? Parce que on entend bien, c'est un Cosaque d'Ukraine qui se tourne vers la Suède, ça se passe pas bien. L'idée de frontière, ça a un sens au sens où nous l'entendons aujourd'hui, c'est-à-dire un trait sur une carte. Oui, ça a un sens politique et administratif très clair. Et le problème dans le cas de l'Ukraine et donc de la Russie aussi, c'est que la frontière entre Russie et Pologne est sentie comme illégitime et que de part et d'autre, les héritiers de cet hetmanat cosaque unique de 1648 cherchent la réunification. Et c'est l'une des cartes que Mazepa cherche à jouer. Quant à son changement de camp de 1708, alors bien entendu, les interprétations ukrainiennes et russes divergent totalement là-dessus, mais pas forcément les interprétations des historiens. Il faut savoir que Mazepa est poussé par toute une partie de l'élite cosaque qui voit se rétrécir sans cesse l'autonomie de l'Ukraine. Et on sait que quelques mois avant de procéder à ce changement de camp, une réunion secrète de la direction cosaque a lieu, au cours de laquelle les colonels cosaques, les gens qui dirigent l'hetmanat, lui disent « Nos héritiers maudiront ton âme et tes ossements si tu laisses les Cosaques dans cette servitude ». Et Mazepa, qui est couvert de bienfaits, d'honneurs de toutes sortes, qui est un ami personnel de Pierre Ier, se résout finalement à changer de camp et à tenter cette aventure suédoise qui se termine fort mal. Ça se termine mal, et puis dans le même moment ou dans les années qui suivent, il se passe quelque chose d'important du côté russe, c'est la constitution d'un empire. Alors là, on l'a dit, on est au tout début du XVIIIe siècle avec Mazepa. Dans les années 1720, pour la Russie, on a là un changement de statut qui évoque aussi pour les frontières des évolutions possibles. Oui, il faut inscrire ce changement de statut dans un double contexte qui est celui de la guerre du Nord et de la fin de la guerre du Nord, qui est gagnée par Pierre le Grand contre les Suédois en 1721 à l'occasion de la paix de Nystadt et qui ouvre une porte absolument extraordinaire pour l'Empire russe, pour la construction de cet Empire russe sur la mer Baltique, avec désormais la domination de la mer Baltique, puisque pendant cette guerre, la mer Baltique a été acquise aux Russes et ce que symbolise évidemment la fondation de Saint-Pétersbourg dès 1703. Et puis pour revenir à la question impériale, Pierre le Grand s'appuyant sur cette victoire de 1721, demande au Sénat de lui accorder le titre désormais d'empereur, d'impérator, et en reprenant là une symbolique qui est celle de l'Empire romain. Et oui, voilà, parce que le tsar est le successeur des Césars, le nom l'évoque déjà, Yaroslav Lebedinsky. Est-ce que le fait qu'en 1720, la Russie devienne un empire change la donne dans la région? Est-ce qu'il y a cette volonté de s'étendre, et notamment du côté de l'Ukraine? Oui, il y a cette volonté, bien que les frontières n'aient bougé que sous Catherine II. On va certainement en parler ensuite, mais symboliquement c'est très fort, d'autant qu'à l'étranger le nom de Russie commence à se substituer à celui de Moscovie. On parlait encore très fréquemment de Moscovie. Là on a vraiment affaire à un empire de Russie dont le nom est dérivé bien sûr de celui de l'ancienne Russe, l'ancien État kievien médiéval. Donc c'est la revendication d'héritage que l'on connaît bien, qui est très importante dans la construction de l'identité impériale russe. Yaroslav Lebedinsky, vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Les noms de l'Ukraine à travers l'histoire » et on entend bien que cette Russe de Kiev qui devient la Russie, c'est une réappropriation, on pourrait le dire comme ça, de ce nom médiéval du côté de Kiev. Marie-Karine Chaube. Oui, ce que je voulais ajouter sur la fin de l'empire de Pierre le Grand, la fin du règne de Pierre le Grand et le rapport de cet empire à ce qui s'appelle désormais la Petite Russie, c'est un terme qu'on n'a pas encore employé, c'est le fait que jusque-là, les affaires ukrainiennes dépendaient de l'équivalent du secrétariat des affaires étrangères. Et désormais, les affaires ukrainiennes dépendent directement du Sénat. C'est-à-dire que le secrétariat des affaires ukrainiennes dépend directement du Sénat. Ça devient donc une affaire intérieure de l'Empire et non plus une affaire extérieure. Et ça, symboliquement, c'est très important. Et parallèlement, l'hetmanat perd pan par pan son autonomie politique, son autonomie financière, son autonomie douanière, et il est sur la voie d'une provincialisation.
On voit vraiment ce changement majeur qui s'opère au XVIIIe siècle dans ces rapports entre la Russie, désormais un empire, et l'Ukraine. Nous allons croiser à la suite de cette émission tant et tant de personnages. Catherine II, on l'a dit, Potemkin aussi, bien sûr, parce que c'est cette histoire-là qui nous intéresse, celle des frontières entre l'Ukraine et la Russie, des frontières évidemment mouvantes. On est obligé de porter un regard sur le temps ukrainien créé en 2004 au sein du Centre d'art contemporain de Kiev. 3 femmes, un homme, et on l'entend, la reprise d'éléments traditionnels de l'Ukraine, des Cosaques. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec à la technique Sofiane Aktib. Et aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons aux frontières entre l'Ukraine et la Russie, avec ce moment, et on l'entend bien, très important du XVIIIe siècle, quand à partir de 1721, la Russie devient un empire, et ça change la donne. Et c'est vrai que, vous nous le disiez, Marie-Karine Schaub, ici, l'Ukraine se provincialise. La notion de frontière, dès lors, devient une frontière intérieure aux yeux des Russes ? Aux yeux des Russes, je ne sais pas. En revanche, aux yeux des souverains, très certainement. Merci de la subtilité, c'est intéressant, vraiment. Aux yeux des souverains, très certainement, puisque au cours du XVIIIe siècle, la politique, impériale de Pierre le Grand et colonisatrice de Pierre le Grand se continue. Alors, pour l'Ukraine, avec un moment entre, disons, le règne de Pierre le Grand et celui de Catherine II dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, un moment où une forme d'autogestion est à nouveau à peu près possible, mais une politique d'expansion impériale qui se poursuit sous Catherine II à partir du moment où elle monte sur le trône après son coup d'État en 1762, ça très certainement. Oui, parce que Catherine II chasse, on va le dire, son époux, Pierre III. Je vais vous dire... Elle le tue. Oui, elle le tue. Non mais alors attendez, elle le tue. Vous savez comment on peut tuer un homme ? Alors physiquement, ça j'imagine qu'on a tous vu dans les films des manières de faire, mais alors le tuer symboliquement dans les mémoires. Écoutez bien ce que nous raconte Henri Troya. Henri Troya, l'écrivain, bien sûr, né à Moscou. Il connaît bien la région et qui nous raconte cette mort de Pierre III. L'impératrice Élisabeth tenait Catherine en lisière en tant que grande duchesse. Et Catherine avalait toutes les couleuvres, acceptait toutes les avanies parce qu'elle avait, dès le début, l'idée absolument inflexible qu'un jour ou l'autre, elle régnerait sur ce peuple. Ce qui l'intéressait, ce n'était pas le lit, c'était le trône. Le pouvoir, à la mort de l'impératrice Élisabeth, est allé, bien entendu, à l'héritier légitime, c'est-à-dire Pierre, qui est devenu Pierre III. Et Pierre, ayant une maîtresse et qui s'appelait Élisabeth Vorontsov, et n'aimant pas sa femme, avait décidé de répudier sa femme, de déclarer illégitime la naissance du fils de sa femme, qui d'ailleurs n'était pas son fils, et de répudier Catherine. Et Catherine, s'en rendant compte, se disait qu'il fallait le gagner de vitesse et qu'il fallait forcer Pierre III à l'abdication. Ayant soulevé l'armée contre Pierre III, elle finit par lui soumettre un acte d'abdication qu'il signe en pleurant, parce que c'était vraiment une loque, un personnage sans consistance. Elle le fait enfermer et les frères de son favori, de Grégoire Orlov, donc Alexis Orlov et ses frères, finissent par l'assassiner, tout simplement. Et alors, elle décide de publier un manifeste dans lequel elle proclame que Pierre III est mort d'une crise de colique hémorroïdale. Ça casse l'image du tsar quand même, hein. Mourir d'une crise de colique hémorroïdale, c'est sûr que ça détruit l'image glorieuse du souverain. Mais en tout cas, le coup d'État de Catherine, la grande Catherine, c'est aussi une étape importante dans cette histoire-là. Oui, absolument. Mais alors, Catherine II, qui était quand même une grande littéraire et une grande intellectuelle, n'a pas seulement détruit l'image de feu son mari, comme Henri Troya le décrit, mais également dans ses manifestes, en se présentant comme une impératrice de paix. Comme une impératrice prête à défendre le peuple russe, l'orthodoxie, pour de multiples raisons, parce que son époux avait soulevé contre lui une partie du peuple russe et de l'opinion publique
pour son goût pour l'Allemagne. Et donc, elle se présente vraiment comme la continuatrice de Pierre le Grand et voulant défendre une idée de l'Empire. Oui, et puis une idée de l'Empire qui s'étend vers le sud, ce qui oblige à passer par l'Ukraine. Yaroslav Lebedinsky, est-ce qu'on peut dire que dans ce XVIIIe siècle, avec l'expansion russe, alors on a parlé de Pierre le Grand, Catherine le Grand désormais, il y a l'idée de faire disparaître l'Ukraine, au sens de l'englober dans l'Empire russe, mais comme entité russe complète, ou alors est-ce que ça demeure quand même quelque chose de spécifique? Il y aurait beaucoup de choses à dire. La première, c'est que les deux souverains auxquels les Russes accolent cet adjectif de grand sont ceux qui ont le plus contribué à la destruction de l'autonomie cosaque en Ukraine. Un poème de Shevchenko consacré à ça. Ensuite, oui, il y a cette volonté d'effacement. Alors, chez Pierre Ier, c'est probablement purement pratique, après la trahison, entre guillemets, de Mazeppa. Chez Catherine II, c'est une politique délibérée. Elle veut aligner de toute façon tout l'Empire sur un modèle juridique unique, et l'Hetmanat et aussi les Cosaques Zaporogues du Sud, qui sont une autre communauté, sont des menaces. Ils représentent des espèces d'anti-modèles qu'il faut à un moment donné faire disparaître. Et de manière très significative, après l'abdication forcée du dernier hetman d'Ukraine, Rozumovsky, en 1764, l'impératrice publie un manifeste où il y a cette phrase que le nom des hetmans disparaisse. Il y a une volonté d'effacer plus d'un siècle d'histoire ukrainienne, d'histoire politique ukrainienne. Mais on ne peut pas effacer ce qui est factuellement là. Le trait de plume ne suffit pas, parce que ces Cosaques sont toujours là. Et ces Cosaques ukrainiens, on peut dire qu'ils sont porteurs de cette idée. Alors, d'indépendance, c'est difficile, on l'entend bien ici, mais en tout cas qu'il existe quelque chose qui est l'Ukraine au cœur de ce monde qui est en train de grandir, qui est l'Empire russe. En tout cas, qui est l'Ukraine, ça je ne sais pas, mais en tout cas, il est très certain que le facteur cosaque est extrêmement important dans l'opposition, les formes d'opposition à l'autocratie impériale russe, et en particulier, on en a parlé tout à l'heure, à l'occasion d'une révolte qui a été un véritable tremblement de terre sous le règne de Catherine II, qui est la révolte d'Emilian Pougatchov, qui a duré 2 ans, et donc menée par un cosaque du Don, alors avec d'autres entités évidemment dans cette révolte, mais qui a créé un véritable contre-gouvernement en opposition à Catherine II, et avec également une coloration très importante qui est celle de l'autonomination, puisqu'il se prétendait Pierre III, qui n'était pas mort en prison, qui avait fui, qui avait disparu, et il revenait pour lutter contre son épouse. Alors en Ukraine, les structures cosaques ont été totalement abolies par Catherine II en plusieurs étapes, 1764, 1775, les années 1780. Et à partir de ce moment-là, les Cosaques sont devenus un mythe. Ils sont devenus la base du mythe national ukrainien et la première base du patriotisme moderne ukrainien au XIXe siècle. Ce sont eux qui portent encore cette idée que vous nous avez racontée de liberté, ou en tout cas cet héritage historique de l'élection, de la discussion, en opposition à l'autocratie russe. Ils sont toujours porteurs de cela ? Alors, ils ne le sont plus puisqu'ils n'existent plus en tant que tels, mais les Ukrainiens se revendiquent tous comme des descendants, comme des héritiers de ces Cosaques, même dans des régions qui n'avaient jamais connu de présence cosaque, comme en Galicie, tout à fait à l'ouest. Et moi, je suis persuadé qu'un certain nombre de réflexes politiques et autres des Ukrainiens actuels sont dus très largement à cet héritage cosaque intériorisé pendant des siècles. Les révolutions de 2004, de 2014, la guerre actuelle en ont donné d'abondantes illustrations. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans le fonctionnement démocratique, on va dire, mais le mot est difficile à manipuler, mais avec la volonté de liberté, la réflexion, la discussion, le choix dans une communauté qu'on peut voir aujourd'hui en Ukraine, nous aurions l'héritage de cette tradition, ou en tout cas d'un idéal cosaque. C'est l'autodiscipline, c'est la capacité à s'organiser, à réagir en petits groupes, c'est la volonté en effet de choisir ses dirigeants.
l'absence totale de sacralisation du pouvoir, contrairement à ce qui se passe en Russie, le droit de renvoyer ses dirigeants lorsqu'ils ne sont pas satisfaisants, etc., etc. Il fallait voir cette scène surréaliste de choix, en fait d'approbation par la foule à Kiev des nouveaux ministres en 2014 à l'issue de la seconde révolution et de la fuite de Yanukovych. C'était davantage la Sich Zaporog du XVIIe siècle qu'une démocratie parlementaire moderne. Et dans la manière de faire la guerre, est-ce que l'on peut évoquer cela aussi, la manière dont les Ukrainiens, les Ukrainiennes d'aujourd'hui se battent? Il y a cet héritage idéalisé, bien sûr, mais cosaque, petits groupes, adaptation et déplacement? Alors, je ne sais pas si dans la manière de faire la guerre actuelle, depuis 3 ans, il y a cette idéalisation. En revanche, dans ce récit de ce qu'est le passé cosaque, il est évident que la dimension militaire est extrêmement importante, puisque les Cosaques ont un rôle dans l'armée russe impériale, et cela depuis la fin du XVIIIe siècle. Donc il y a une dimension militaire extrêmement importante qui est attachée à l'identité cosaque. Et par ailleurs, pour compléter ce qu'a dit mon collègue, il y a aussi l'idée, au XIXe siècle, d'une solidarité des Cosaques ou de l'Ukraine ou des Ukrainiens, de ces espaces-là, avec ce que sont les révoltes polonaises dont vous avez peut-être parlé hier, contre l'Empire russe au cours du XIXe siècle. Donc il y a aussi ce passé, une fois de plus, cette solidarité contre le géant qui est à côté. Oui, parce que c'est une histoire internationale, bien sûr. Nous parlons de l'expansion de l'Empire russe vers les mers chaudes, mais on pourrait l'évoquer au même moment vers l'Est, il y a la Sibérie, tout ça, c'est un tout. Ce qui nous intéresse aujourd'hui particulièrement dans le cours de l'histoire, c'est la frontière entre la Russie et l'Ukraine, avec tant et tant de noms, et on le voit bien, de villes fondées par Catherine II, par tant de gens qui aujourd'hui sonnent dans l'actualité. On est étonné quand on lit ces noms, que ce soit Odessa, que ce soit Sébastopol, et des noms qui sont très importants au XIXe siècle. On pense bien sûr au moment de la guerre de Crimée. Vous contemplez les masses de ces vaisseaux aux coques rayées, disséminés, près ou loin, dans la rade et les petits points noirs des chaloupes qui évoluent dans l'azur radieux. Les belles et claires constructions de la ville, que décorent les rayons roses du matin et qui s'aperçoivent sur la rive opposée. La ligne blanche d'écume de la jetée et des vaisseaux coulés qui laissent apparaître çà et là de tristes bouts de mât. Au loin, la flotte ennemie qui semble barboter à l'horizon cristallin de la mer. Les vagues écumantes dans lesquelles bondissent les globules salins que soulèvent les rames. Vous prêtez l'oreille au bruit cadencé des avirons, aux voix qui parviennent jusqu'à vous à travers les flots, au fracas majestueux du canon qui, semble-t-il, grandit à Sébastopol. Et Léon Tolstoï, récit de Sébastopol en 1855 au moment de la guerre de Crimée, quand la France, le Royaume-Uni et l'Empire ottoman coalisé souhaitent cesser l'expansion de la Russie. Cette expansion russe, Yaroslav Lebedinsky, peut-on dire qu'elle a commencé un siècle plus tôt, en gros, avec la Grande Catherine ? Catherine II a conduit une étape décisive de cette expansion, d'une part vers le sud, vers la mer Noire, avec l'annexion des steppes ukrainiennes et de la Crimée, et puis simultanément vers l'ouest, avec la liquidation en 3 étapes de la Pologne, et donc la récupération par la Russie de l'essentiel des territoires ukrainiens, à l'exception de la Galicie qui devient autrichienne lors du premier partage en 1772. Oui, parce qu'il faut rappeler, c'est vrai, vous avez raison de le dire, le règne de Catherine II correspond au partage de la Pologne avec ici, et toujours l'effet focus et l'effet loupe qui nous fait oublier ce qui se passe ailleurs, mais un contexte général à prendre en compte. Alors, ce regard vers le sud porté par la Russie depuis Pierre le Grand, mais Catherine II principalement, on le retrouve dans ce milieu du 19e siècle avec la guerre de Crimée, là, ce que Léon Tolstoï évoquait ici. Ça signifie quoi, des frontières entre la Russie et l'Ukraine, sachant que la Crimée, c'est encore un enjeu contemporain? Au milieu du 19e siècle ? Oui, au milieu du 19e siècle. Elle est considérée russe par les Russes ? Ah oui.
Vraiment. Oui, depuis l'annexion de 1783, cette région, la péninsule ou la presqu'île de Crimée, est devenue même un gouvernement appartenant à l'Empire russe qui s'appelle la Nouvelle-Russie. Novorossia, avec comme premier prince, premier gouverneur, celui qui avait initié cette politique, conseillé Catherine II, en l'occurrence Grégoire ou Grigory Potemkin, qui était son favori. Oui, voilà, parce que nous avons ici donc des territoires qui sont considérés russes par les Russes et qui, dans le même temps, et c'est peut-être ça où il faut rappeler les subtilités cosaques, sont-ils considérés ukrainiens par les Ukrainiens ou cosaques par les Cosaques. C'est poser la question en fait de l'identité ukrainienne. Elle en est où cette identité-là ukrainienne au XIXe siècle ? Elle est en train de prendre sa forme moderne. Alors, il n'existe pas d'Ukraine politique. Les structures cosaques ont disparu. Il n'y a pas de territoire qui soit officiellement qualifié d'ukrainien au sein de la Russie. Les Ukrainiens ne sont pas reconnus comme un peuple distinct. Leur langue n'est pas reconnue. Elle sera même interdite à partir des années 1860. L'identité ukrainienne est portée, alors bien sûr, à un niveau primaire par le peuple, mais sans revendication politique particulière, et à un niveau plus élevé par des intellectuels qui conceptualisent cette identité ukrainienne, qui se fondent notamment sur le mythe cosaque, sur le regret des libertés cosaques, etc., et qui petit à petit développent une vision plus moderne, comme le font d'ailleurs à la même époque beaucoup d'autres nationalités européennes. C'est un phénomène qui n'a rien d'exceptionnel dans le cas de l'Ukraine. Voilà, l'Ukraine suit le même mouvement où l'on se crée une histoire commune, un drapeau, des héros communs, un passé commun qui va permettre de renforcer l'identité. La langue aussi, c'est important dans cette histoire-là. La langue ukrainienne est déjà là. Oui, elle est là depuis très longtemps, et elle commence à être écrite dans les années 1830-1840 sous sa forme populaire. C'est-à-dire que les écrivains ne s'efforcent plus de se rapprocher de l'ancienne langue d'église archaïque ou de la langue de chancellerie de l'époque cosaque. Ils écrivent ce que parlent les paysans, tant à l'est du côté russe qu'à l'ouest du côté autrichien, sous des formes très voisines. La langue littéraire ukrainienne moderne est née. Et peu de temps, en fait, après la langue russe qu'avait, par exemple, formalisé Pouchkine. Oui, parce que voilà, c'est le mouvement qui est le même aussi en Russie, ces identités qui se renforcent. Oui, parce que le grand poète ukrainien Taras Shevchenko est juste postérieur à Pouchkine. Oui, ça se constitue à peu près au même moment. Avec des contestations dans l'Empire russe, parce que l'Empire russe, ce n'est pas simplement la frontière avec l'Ukraine. On le sait bien, tant et tant de contestations. On pense à la révolution de 1905 notamment. Est-ce que ces mouvements-là ont un écho en Ukraine, au sens où ils peuvent être utilisés pour renforcer le désir d'indépendance ou une identité? Au début du XXe siècle. Oui, au début du XXe siècle, je pense à la révolution de 1905. Ouais. Oui, entre 1905 et 1917, il y a des troubles extrêmement importants en Ukraine. Et le début, on a parlé jusque-là d'une identité qui était d'abord une identité culturelle, avant d'être une identité politique avec un désir d'indépendance. Après 1905, il y a des députés ukrainiens qui rentrent à la Douma et commencent à se constituer. L'idée, alors peut-être pas encore d'une indépendance, parce que je crois qu'il faut attendre 1917 pour cela, pour qu'il y ait vraiment l'idée d'une indépendance ukrainienne, mais évidemment les sources politiques d'une identité désormais revendiquée à la Douma. Avec un nouveau personnage à croiser, à évoquer ici. Il nous est présenté à travers un film d'Hélène Châtelain. Vous allez le reconnaître tout de suite. 10 ans de détention n'avaient en rien ébranlé ma foi dans la force créatrice d'un travail libre, fondé sur l'égalité et la solidarité. C'est avec cette conviction que je rentrais à Goulaypole, où j'étais né, où j'avais laissé tant d'être cher, et où je le sentais je pourrais être utile au milieu de la grande famille des paysans, là où s'était formé, il y avait tant d'années déjà, notre premier groupe. Ceux qui savaient disaient « Nestor est arrivé ». Ils l'ont dit à la grand-mère. Et lui, il arrive avec sa veste, son sac sur l'épaule.
Et quand il est devant la maison, il vide son sac. Rien que des livres et des journaux. C'est avec ça qu'il est arrivé de prison. Nestor Makhno, ici un personnage de cette histoire qui nous le présente. Alors, allez-y, Jaroslav Lebedinsky. Alors, je ne suis peut-être pas le mieux placé parce que j'ai une allergie profonde à ce personnage, alors qu'il est souvent vanté en France comme un héros de l'anarchie, qui en effet a constitué une armée anarchiste en Ukraine en 1918 et a occupé une partie du territoire ukrainien méridional. C'est un personnage qui a eu une action essentiellement destructrice, qui a été une sorte de supplétif des bolcheviks et qui a énormément de sang sur les mains, contrairement à ce qu'il a lui-même réécrit de son histoire dans ses souvenirs. Oui, parce qu'il est mort en 1934 en France. En France, oui. Il est mort ici avec un personnage clivant. Je pense que je vais recevoir 2-3 mails, ne serait-ce que par cette intervention. Non, mais parce qu'on sent bien que, et c'est cela l'histoire aussi, ce sont des récits différents. Avec ce personnage, on a quelqu'un qui a combattu les Russes blancs, cette Russie qui s'opposait aux bolcheviks, et qui a combattu l'armée rouge, mais pas autant que vous le pensez. Et qui a totalement sous-estimé la dimension nationale du problème ukrainien, ce qu'il a reconnu une fois en exil. Son mouvement anarchiste n'avait aucune coloration nationale, puisque pour lui tous les États étaient en fait des systèmes d'oppression. Il s'y est intéressé un peu tardivement. Voilà, avec cette idée qui est importante dans une lecture internationale ou internationaliste des mouvements politiques, c'est vrai que la nation n'a pas vraiment sa place. Avec Marie-Karine Schaub, une Ukraine indépendante, 1917, c'est la révolution bolchevique en Russie, et donc nous avons ici un territoire. Qu'en est-il de la frontière ? Comment ça se construit ? Parce que c'est compliqué ici, il faut prendre une décision. Donc, étant donné que ce sont deux entités alliées, la question de la frontière ne pose pas vraiment de problème. Là, la frontière, et on est en histoire contemporaine, c'est le résultat quand même d'un conflit armé. C'est-à-dire que là, le dessin de la frontière se fait à la suite d'une campagne militaire et de décisions politiques. Et que une fois que l'Ukraine entre dans le giron de ce qui se constitue au début des années 1920, l'Union des républiques socialistes soviétiques, à partir du moment où l'Ukraine est une république socialiste, cette frontière-là existe, mais elle ne pose pas de problème au sens où c'est presque une frontière intérieure. La première frontière internationale de l'Ukraine, c'est celle du traité de Brest-Litovsk. Oui. C'est le moment où l'Ukraine indépendante est attaquée par la Russie bolchevique, qui veut évidemment garder son contrôle sur les ressources ukrainiennes, et ne lui échappe que grâce au soutien allemand et austro-hongrois, cette paix séparée, négociée en toute hâte à Brest-Litovsk, et qui permet à l'Ukraine de bénéficier d'un an de répit jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Et en fait, le tracé de la frontière ukraino-russe sera très largement repris ensuite à l'époque soviétique, entre Ukraine soviétique et Russie soviétique, où ça devient effectivement une limite interne, sans grande importance réelle. Je comprends bien ces deux temps. Donc, premier temps, c'est le conflit armé, l'Ukraine contre la Russie bolchevique. La frontière est dessinée, mais c'est le fruit, comme vous le disiez, de ce combat. Et que, une fois que l'Ukraine devient une république soviétique, voilà, c'est dans le giron, ça pose moins de problèmes. Et ce qui est important, c'est de savoir que cette frontière existe toujours, même à l'intérieur de l'URSS. Oui, et c'est d'autant plus important que certains territoires de cette Ukraine, et c'est ce qui génère le conflit actuel, certaines parties de ce qui est devenu la République soviétique d'Ukraine est donnée, une partie de la République de Russie est donnée à l'Ukraine, en l'occurrence la Crimée, en 1954 par Khrouchtchev. Et ce qui, après, en 1991, crée cette Ukraine qui est également une mosaïque de territoires et que revendique désormais la Russie, enfin à partir de 2014. Quand en 1956, la Crimée l'Ukraine se voit offrir la Crimée, on est étonné, on se dit pourquoi la Russie s'en sépare. À ce moment-là, on peut donner une explication ?
Oui, on peut même en donner plusieurs. Il y a l'explication machiavélique de la Russie voulant renforcer le pourcentage de population russe et russophone en Ukraine. C'est un but de russification à long terme, puisque la Crimée a une majorité russe à la suite de la déportation des Tatars de Crimée en 1944. Il y a une explication beaucoup plus rationnelle et immédiate, elle est économique. La Crimée n'est pas autosuffisante économiquement, elle est complètement dépendante de son arrière-pays en termes d'approvisionnement, même en eau. Et donc, il a paru logique à ce moment-là de la rattacher à la République d'Ukraine. Les Ukrainiens, précédemment, ont eu des attitudes diverses à l'égard de la question criméenne. Et ils reconnaissaient tout à fait que ce n'était pas un territoire à majorité ukrainienne. Or, dans l'esprit ukrainien, la frontière ukrainienne a toujours été déterminée par des données ethno-linguistiques. En fait, là où il y avait une majorité ukrainienne, c'était l'Ukraine, etc. Donc la Crimée était une exception. En revanche, certains Ukrainiens, certains hommes politiques ukrainiens pensaient que stratégiquement, la Crimée était nécessaire à l'Ukraine, ne serait-ce que pour ne pas laisser à la Russie une espèce de porte-avions ancré au large. Ce qui signifie que la russification n'a pas fonctionné en Ukraine, au sens où ces Ukrainiens continuent à conserver cette identité ukrainienne. Et en face, pour la Russie, si on reprend l'histoire sur la longue durée, puisque c'était un peu l'objet de notre discussion aujourd'hui, la Crimée... alors que d'un point de vue ethno-linguistique, en tout cas jusqu'à la fin du XIXe siècle, elle n'est ni russe ni orthodoxe. Il faut attendre vraiment la fin du XIXe siècle, le recensement de 1897, pour voir qu'une partie de la population, 40% je crois, est désormais orthodoxe. Mais pas avant, donc un siècle après l'annexion. Mais dans l'esprit russe, depuis 1783, cette région qui n'a rien de russe, en tout cas jusqu'au XXe siècle, et qui est plutôt tatar, est russe. Ah oui, c'est cette évolution-là que l'on voit qui demande une analyse très fine, d'où l'intérêt de l'Atlas historique de la Russie, publié chez Autrement, parce que on a besoin d'avoir des cartes, et merci vivement à tous les deux de nous avoir offert tous ces éléments de compréhension de ces cartes, et même à la radio, on a vu cette évolution de la mosaïque et des frontières. Merci beaucoup Marie-Karine Schaub, merci Yaroslav Lebedinsky de cette très longue histoire des frontières entre l'Ukraine et la Russie. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Merci. Prochain épisode dans le cours de l'histoire, la Russie dans le Caucase, histoire d'une mosaïque et donc de plein de frontières. Parmi tous les territoires annexés par l'Empire russe au XIXe siècle, le Caucase occupe une place particulière. Il a laissé une trace profonde tant dans l'histoire littéraire que dans la vie politique de la Russie. La beauté des montagnes et la longue résistance que les habitants des provinces du Nord opposèrent aux conquérants ont inspiré une tradition littéraire où figurent les plus grands noms. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Jeanne Copper, Raphaël Laloum, Maël Vincent Randonnier et Maïwen Guizou. Merci à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, pour les archives. Le cours de l'histoire est une émission à écouter, à podcaster, ainsi que toutes les anciennes émissions sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France.